Monsieur le premier vice-recteur, Madame le doyen, chers collègues, chers étudiants, chers amis des invités de l'UMONS, eh bien, bonsoir et bienvenue à cette deuxième conférence de l'année académique 2025-2026. Merci à nouveau d'être présents au rendez-vous pour les habitués, pour les nouveaux également. Alors, avant de passer la parole à nos deux prestigieux invités du jour, je vais me permettre, alors pour ceux qui étaient déjà là le 18 novembre dernier, vous avez déjà eu le programme, et je vais me permettre de faire un petit rappel puisque nous avons un programme pour l'année en cours qui est disponible sur la petite tablette si vous voulez le récupérer en sortant. Et donc, comme je le disais, on a une année qui s'annonce qui est bien chargée et qui sera bien rythmée par nos conférences. On a commencé le 18 novembre dernier en recevant monsieur le ministre Adrien Dolimon, qui nous a parlé de l'info et de l'intox en politique. Nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui monsieur Didier Lhomme et monsieur Emmanuel Chérier pour nous parler de la France et pour répondre à cette question critique, la France est-elle devenue ingouvernable? Et notre programme se poursuivra dès janvier prochain, donc le 29 janvier pour être précis, avec une conférence qui va changer de continent, on ne va plus parler de la France, mais bien des États-Unis, puisque c'est l'économiste, assez célèbre économiste, moins que M. Pagano, mais quand même, qui va nous parler de Donald Trump, le spectre d'un fascisme numérique. Ensuite, on embrayera au mois de mars avec des collègues de l'UMONS, Antonina Toncheva et Mario Monto, qui nous parleront de la déplastification cérébrale, est-ce possible? Et nous terminerons ce cycle de conférences de l'année 2025-2026 avec la venue de notre cher recteur, monsieur Philippe Dubois, qui fera le bilan de 8 années de développement à Charleroi. Alors, ce programme bien riche et prometteur étant annoncé, on va revenir aux nouvelles du jour. Et donc, on va revenir à nos deux orateurs. Mais Joseph, puisque c'est toi qui as eu plus l'occasion de collaborer avec eux, est-ce que je peux te demander cette fois-ci, ce soir, de travailler un peu plus que moi et de les présenter? Mais bien sûr, avec plaisir. En effet, Didier Lhomme et Emmanuel Chérier sont des collègues de Valenciennes avec lesquels nous entretenons de longues dates, faites depuis 2011, donc de longues dates d'excellentes relations de collaboration. C'est en effet en 2011-2012, je m'en souviens très bien, qu'ils sont venus tous les deux nous trouver à Mons et discuter avec la doyenne de l'époque qui était Madame Comblé et moi-même qui était à l'époque président du centre interfacultaire, ça n'existe plus, mais à l'époque. Et ils nous ont suggéré cette idée d'une collaboration entre nos deux institutions qui en fait sont voisines, d'abord géographiquement, Valenciennes est à 1 heure de route de Mons, mais aussi par leur caractère, la taille des institutions et par leur caractère humain. Évidemment, on s'est empressé, Karine et moi, à l'époque, d'accepter. Et depuis lors, la faculté Warroquet, alors, et l'université polytechnique des Hauts-de-France, c'est comme ça qu'on appelle maintenant l'université de Valenciennes, l'université polytechnique des Hauts-de-France, nous avons multiplié les collaborations fructueuses. Elles prennent 3 formes. En premier lieu, des échanges d'enseignants et des participations croisées à des jurys de doctorat. Ainsi, aussi bien Didier Lhomme que Emmanuel Chérier ont été membres de jurys de doctorat dans notre institution. Didier Lhomme est aussi chargé de cours chez nous, à la faculté Warroquet, et plusieurs de nos enseignants ont eu ou ont encore l'occasion de faire certains enseignements à Valenciennes. Chantal Scobo qui est ici, Julien qui est là, et moi-même j'ai un tout petit passage par là. En deuxième lieu, nous avons chaque année 2 séances de séminaire en commun. Une se fait à Valenciennes, elle a eu lieu le 26 novembre, donc il y a quelques jours à peine, et une autre se fait chez nous en Belgique, à Mons ou à Charleroi. De temps en temps, on le fait ici à Charleroi. On verra. Pour cette année-ci, je ne sais pas encore, on verra. Hein, on s'adaptera. Enfin, en troisième lieu, nous avons un accord de coopération
qui fait en sorte que nos étudiants du master en politique économique et sociale, lorsqu'ils sont diplômés, peuvent aller à Valenciennes et s'inscrire directement en deuxième année du master, de façon à avoir les deux diplômes plus rapidement. Évidemment, ça marche dans l'autre sens. Les diplômés de Valenciennes peuvent s'inscrire chez nous directement en deuxième année et auront aussi accès plus rapide au diplôme. À ce jour, nous avons un diplômé des deux institutions et nous attendons bien sûr les autres avec plaisir. Maintenant, de façon plus détaillée, d'abord Didier Lhomme est professeur des universités en droit public, donc à Valenciennes, et où il dirige le master en administration publique. Il enseigne aussi à l'Institut national d'administration publique à Djibouti, c'est bien ça, hein, voilà, en zone d'Afrique de l'Est, où il est chargé de mission gouvernementale pour le ministère des Affaires étrangères français, bien entendu. Il est déontologue des territoires pour 2 intercommunales. C'est bien ça, Didier, voilà. C'est un spécialiste du droit international et européen. Il a travaillé à la Commission européenne, dans le marché intérieur, puis évidemment à l'Université de Valenciennes. Je salue notre ami Serge de Ruette, qui est professeur de sciences politiques à l'UMOS et qui est déjà intervenu dans nos conférences, bien sûr. Donc il est spécialiste, disais-je, du droit international et européen. Il a travaillé à la Commission européenne, marché intérieur, puis à l'Université, bien entendu, de Valenciennes. Il a été directeur adjoint puis administrateur de l'Institut de préparation à l'administration générale qu'on appelle l'IPAG, de Valenciennes donc, de 2018 à 2022. Et il est administrateur provisoire, il a été administrateur provisoire à la création de l'Université polytechnique. Il est aussi le référent Croatie et chef de recherche sur le projet de recherche sur la bonne gouvernance publique France-Croatie, entre 2012 et 2016. Il a été responsable de la formation, il a été responsable de diverses formations à Moscou, à Abidjan, à Constanța, qui est en Roumanie, et à Vilnius. On avait dit qu'on irait un jour ensemble à Moscou, mais jusqu'à présent, ça ne s'est pas encore fait. Mais il ne nous invite plus, c'est vrai, qu'il ne nous invite plus. Enfin, comme je l'ai dit, il enseigne à la faculté Warroquet, où il est en charge du cours de droit des institutions européennes dans notre programme du master en politique économique et sociale. Emmanuel Cherrier, quant à lui, est maître en droit et docteur en sciences politiques de l'Université de Lille. Il est actuellement maître de conférences en sciences politiques à Valenciennes et responsable de plusieurs formations en administration publique. Il enseigne aussi diverses matières juridiques à la faculté de droit et intervient à Sciences Po Lille et à l'Université catholique de Lille. De 2009 à 2017, il a été directeur de l'IPAG de Valenciennes et vice-président de la Conférence nationale des directeurs d'IPAG en charge de la communication jusqu'en 2023. Il était d'ailleurs directeur lorsqu'ils sont venus tous les deux nous rendre visite à Mons en 2011. Je m'en souviens très bien. De 2004 à 2009, il a été directeur des études à Valenciennes. Au sein de l'université, il a également été membre élu du Conseil des études et de la vie universitaire, membre du CA de l'IPAC. Depuis 2020, il est membre du Conseil de perfectionnement de la licence et du master d'administration publique. Alors, en matière de recherche, il est titulaire du laboratoire de recherche sur les sciences et les humanités, centre de recherche interdisciplinaire en sciences de la société. Sa production scientifique concerne principalement 4 thèmes: les coups d'État et le bonapartisme, les territoires politiques, c'est-à-dire les circonscriptions, les cantons, les régions ou l'Union européenne, les vecteurs alternatifs de socialisation politique, tels que les séries télévisées, les bandes dessinées ou les jeux vidéo, et l'histoire des idées et de la sociologie. Il est aussi, depuis 2008, membre du réseau européen OLA, Observatoire en autonomie locale,
composé d'une centaine d'équipes universitaires travaillant sur l'administration locale en tant que référent et coordinateur français de l'équipe irlandaise. Enfin, Emmanuel Chéry a également une expérience politique puisqu'il est adjoint au maire de Denain. Voilà, je leur cède bien volontiers la parole dans l'ordre qu'ils souhaitent. C'est vous qui décidez. Et c'est donc Monsieur Didier Lhomme, qui va commencer. Merci, cher Giuseppe. Ça fait des CV à rallonge, hein, tout ceci. Merci de ces compliments, de cette présentation. Dire qu'on a beaucoup de plaisir, personnellement, mais mon collègue le dira aussi, hein, beaucoup de plaisir à venir à Mons. Même mon épouse préfère d'ailleurs venir beaucoup plus souvent à Mons que sur Valenciennes. Hein. Elle l'a transmis à Madame le Doyen. Vous entendez suffisamment ? Il faut peut-être relever le micro, voilà. Oui, voilà. Là, c'est mieux. Hein, bon, voilà. Très bien. Alors, je sais qu'il y a, de manière bizarre dans le calendrier, une autre conférence où on parle de la Belgique en difficulté. On a eu chaud. Hein, on ne tient pas tout ça, la thématique du jour. Je voudrais préciser aussi que mon collègue, depuis quelques jours, est habilité à diriger les recherches. Hein, oui, c'est tout frais. Hein, il y a quelques jours. Donc, je lui souhaite de tout cœur devenir professeur des universités par la suite. Et oui. Et il y a aussi un petit clin d'œil quelque part en cette date du 2 décembre, parce qu'il a beaucoup écrit sur le coup d'État. Et le 2 décembre est une date qui marque aussi pour lui. Voilà. Alors, le titre aujourd'hui, c'est la France ingouvernable. Moi j'ai changé un peu. Ah oui, vous l'avez mis, très bien. J'ai changé un peu le titre. Je préfère difficulté. Ça minimise un tout petit peu la situation. Ingouvernable, ça veut dire que ça ne fonctionne pas, hein, et qu'on ne peut pas définir ce qu'on appelle la gestion des affaires courantes. Or, et vous en êtes les témoins essentiel, je dirais. Vous avez appris à travailler sans gouvernement et pendant très longtemps. Peut-être vous nous donnez des leçons en ce sens. C'est un petit clin d'œil, hein, bien entendu, très, très gentil. On est rentré dans une zone de difficulté particulière qui est due à plusieurs facteurs. Bien entendu, on va essayer simplement de les égrener. Mon collègue reviendra peut-être plus en profondeur sur des aspects idéologiques et de partis politiques, hein, même si je vais effleurer un tout petit peu. Hein. Alors, pour commencer, vous avez vu, je ne suis pas un nostalgique, hein, des hommes politiques, hein, et je serais presque même à dire que je suis plutôt apolitique, mais c'est ma culture européenne qui veut ça, et ma culture internationale. Bon, ceci dit, une évidence, la France vit dans une matrice constitutionnelle et dans une matrice institutionnelle qui a été forgée par et pour le général de Gaulle, même si c'est pas tout seul que ça s'est construit, cette Ve République. Elle devait répondre à certains enjeux, à certaines difficultés, elle aussi, et devait répondre, soi-disant, à ce qu'on appelle, d'ailleurs elle l'a fait pendant très longtemps, à une instabilité politique qui était due aussi à une indiscipline parlementaire. Mais je parle sous contrôle de mon collègue. Hein. On avait essayé de faire ce qu'on appelle une coalition de partis politiques. Dans l'euphorie, hein, le mot, je ne le galvaude pas, dans l'euphorie de 1946, on avait réussi à se rassembler, hein, droite, gauche, communiste, au nom de la résistance à l'ennemi, sauf que ça n'a pas tenu plus de 15 mois, me semble-t-il, ou 16 mois.
Jusqu'en janvier 47. Oui. Le tripartisme jusqu'en janvier Oui, 47. voilà, ça a été court. 47. Oui. 5 mai 47. Oui, il me semble. Donc, allez, on va dire une quinzaine de mois, ça a duré cette histoire. On a tiré des leçons aussi après de cette fragmentation politique et du fait qu'on a eu des idéologies et des courants politiques qui ont eu des rapports à la représentation, puisque les rapports politiques s'expriment essentiellement par la représentation et la légitimité à la représentation. Alors en ce qui nous concerne, on a en France, dans cette configuration de 1958, un Parlement. Alors tout le monde pense que le Parlement, c'est le détenteur absolu du pouvoir. Bon, c'est peut-être mal connaître les institutions. Le Parlement, quand on regarde la Constitution, c'est fait pour voter les lois. Et ça, c'est venu tout doucement après, contrôler l'action du gouvernement. Voilà. Alors comment ? Essentiellement en lui posant des questions auxquelles le gouvernement et les différents ministres répondent, et puis aussi, de temps en temps, quand il y a vraiment un très fort mécontentement, une possibilité de voter une motion de censure ou de défiance envers ce gouvernement pour le renverser. Ça, c'est le jeu de nos institutions. Sauf que nos institutions ont aussi été, dans une certaine logique, et je vais avancer la slide, ont aussi été construites pour résister quelque part dans un rapport très, très particulier que l'on appelle le fait majoritaire. Et si possible, sous l'empreinte du général de Gaulle que vous avez vu avant, dans la logique d'un fait majoritaire présidentiel. Alors, pour vous faire très simple, le fait majoritaire présidentiel, c'est l'alignement des planètes. Voilà. Vous avez le président de la République qui est élu avec une majorité politique, qui répond à un courant politique. Vous avez un gouvernement qui est nommé dans son courant politique et dans sa famille politique, puisque le résultat de l'élection parlementaire est dans le même courant politique. On aligne les planètes. Voilà. En sachant que les planètes sont alignées quand même avec des petites distinctions en France. Ça s'aligne sur l'Assemblée nationale, essentiellement, puisqu'on a ce qu'on appelle un Parlement bicamériste, un Sénat et une Assemblée nationale. Mais ce qu'on appelle la Chambre basse, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et la Chambre haute étant le Sénat. Cette Assemblée nationale dispose, elle, vraiment, de quasiment la plus grande majorité des pouvoirs en matière législative, c'est-à-dire pour voter la loi. Voilà. Mais attention, quand je dis voter la loi, ça ne veut pas dire fabriquer la loi. Entendons-nous bien. Voilà. Et c'est souvent là où il y a parfois des incompréhensions. La loi, en France, est préparée par le gouvernement. Allez, je ne vais pas dire de fausses statistiques, mais je parle sous ton contrôle, mais à 90%, pratiquement. Donc c'est le gouvernement qui dispose de l'initiative législative. Alors quand les planètes sont alignées, il ira jusqu'au bout du chemin sur cette question-là. Et cette initiative législative, elle est même surprenante, puisque au départ, le gouvernement prend avis auprès du Conseil d'État. Et on a une institution très particulière, qui s'appelle le Conseil constitutionnel, et qui, lui, est chargé de vérifier, si vous voulez, la légalité constitutionnelle de la loi par rapport à notre Constitution. Voilà. Mais on a une Constitution très curieuse aussi, et je vous l'ai souligné tout à l'heure, qui est une Constitution qui est dédiée aux institutions et au fonctionnement institutionnel. Contrairement à d'autres constitutions qui existent dans le monde,
où on peut avoir des constitutions qui mettent l'accent sur ce qu'on appelle les droits fondamentaux. Dans la Constitution française, vous pouvez regarder, je vous invite à regarder si vous le souhaitez, il y a très très peu de choses sur les droits fondamentaux. On est obligé de faire appel à des textes particuliers comme la Déclaration des droits de l'homme, où on va chercher ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, ou encore les principes à valeur constitutionnelle. Pourquoi pas mettre dans la Constitution, comme le font d'autres États, sous forme claire et nette, ces questions. Bon, c'est un choix, c'est un modèle de Constitution que l'on a choisi. Alors, ça, c'était pour vous présenter le décor. Maintenant, il faut vous présenter autre chose que le décor et revenir sur le sujet d'aujourd'hui. Nous sommes en difficulté. Alors, oui, on est empêtré avec cette histoire de budget. On est empêtré avec cette histoire de faire avancer des textes qui correspondent à des besoins internationaux, des besoins européens et des besoins nationaux. Sauf que il y a eu ce que l'on appelle un blocage parlementaire, c'est-à-dire une situation depuis quelque temps. On va dater ça à 2022, l'élection législative de 2022 et la suite des européennes de 2024. Il y a une fragmentation du fait majoritaire et une situation qui fait que le Parlement, maintenant, dans l'alignement des planètes, est devenu un Parlement minoritaire. Ce qui oblige normalement, et on peut le faire dans d'autres États, en Australie on le fait, mais c'est culturel, ce qui oblige à fabriquer des coalitions de travail et à fonctionner avec des coalitions de travail. Là, ici, c'est une guerre de tranchées chez nous. Vous l'avez remarqué, il y a 3 blocs, et les 3 blocs sont bien distincts. On a un bloc de gauche. Après, c'est comme vous mettez le curseur. Vous savez, vous avez un peu plus de vert jusqu'au très, très vert. Vous avez petite gauche jusqu'à la gauche très prononcée. Pareil de l'autre côté à droite. Et puis, ce qu'on pourrait qualifier, mais je ne sais pas si je serais exact là-dedans, je parle sous ton contrôle, une forme de ventre mou, de centre mou, qu'on appelle le bloc central, qu'on appelle le macronisme. Voilà. Je pense, mais ça n'engage que moi, que le macronisme est quelque chose qui s'est créé de manière artificielle et de manière opportuniste. Voilà. En sciences politiques, on a ce qu'on appelle les vecteurs qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et puis, on pense, ça a été écrit à certains moments, je pense à Lazarsfeld, ça a été écrit que finalement, c'est le milieu qui fait la bonne synthèse, donc le centre. Donc, à l'époque, le candidat à la présidence de la République a dit, voilà, c'est au centre que ça va se passer, il faut que je crée quelque chose de nouveau, qui ait une offre politique nouvelle au centre. Voilà, c'est neutre. On gomme un peu tout ce qui peut venir sur les côtés. C'est le premier point que l'on doit voir dans ce blocage parlementaire où on est face à 3 blocs maintenant. Et les 3 blocs sont, je ne dis pas d'égale proportion, c'est pas vrai. Je crois qu'il y en a 190 pour les LFI, bloc de gauche, encore que maintenant, Nouveau Front Populaire, je pense que c'est comme ça s'appelait il y a quelque temps encore, 190, il doit y en avoir 140 ou 160 chez les macronistes, mais c'est très large maintenant. Voilà. Et puis 140 sur la droite. Voilà. Ce qui fait qu'on n'a pas de majorité absolue ou de majorité pour adopter les textes essentiels. Et en même temps, ça arrange les partis politiques qui règlent leurs comptes sur ce terrain-là, en disant... Si on peut paralyser, entre guillemets, si on peut embêter l'autre, pourquoi s'en priver, d'autant qu'il y a des échéances électorales qui vont se profiler. Bon, ça agace profondément les citoyens, et vous avez lu, il y a une rupture qui n'est pas que dans cette situation. Cette rupture citoyenne,
Elle est dans le fait que les citoyens pensent que maintenant, le politique, hein, que ce soit Pierre, Paul ou Jacques, ça sera à peu près le même résultat, et que finalement, tous les jours, ils sentent venir le vent du déclassement. Voilà. Demain, mes enfants vivront moins bien que ce que l'on a pu vivre. On a aussi, et c'est le troisième point, l'usure de la Ve République. Hein. Bon, est-ce que la Ve République correspond encore au mode de fonctionnement contemporain d'une société, d'une communauté organisée? Certains hurlent à la Sixième République, pardon. Est-ce que ça changerait vraiment les choses? Je ne sais pas. Hein. Il y a un fait évident dans cette Ve République, c'est qu'elle était construite aussi pour renforcer le rôle d'une clé de voûte, hein, puisque c'est comme ça qu'on l'a appelé. C'est le chef de l'État, le président de la République, élu au suffrage universel. Bon, ceci dit, en passant, suffrage universel indirect au départ. Hein. Direct, c'est après hein, que c'est venu. Il y avait quand même encore une petite réticence. Ces difficultés sont aussi le fait qu'on a des crises hein, qui sont multifactorielles, hein, mais bien réelles. J'en ai évoqué tout à l'heure. Hein. La peur du déclassement. Je les ai listées un peu plus loin, donc je vous en parlerai un peu plus loin. Mais ces crises font que le citoyen se dégoûte quelque part. Alors, au début, on avait une explication. On disait le citoyen se dégoûte par l'hyperscrutin, c'est-à-dire trop de scrutin. Alors, si je reprends la formule, trop de scrutin tue le scrutin. Voilà. Il y avait une forme de lassitude, mais en réalité, le mal est bien plus profond que ça. Le citoyen, est-ce qu'il se reconnaît hein, dans l'idéologie de son parti politique? Alors, au niveau de sa circonscription, oui, il connaît peut-être même le personnage hein, qui incarne celui qui va le représenter au niveau national. Sauf qu'arrivé une fois au niveau national, on s'aperçoit que c'est plus du tout du clientélisme hein, que l'on fait. Hein. On doit gérer le destin d'une nation, d'un État, et en l'occurrence pour nous, environ 70 millions d'habitants. Alors, évidemment que la donne change profondément. Et puis, il y a les autres aussi. Hein. Il n'y a pas que notre petite circonscription, il y a les autres circonscriptions. Et en l'occurrence, 577 en France. Hein, si je compte l'outre-mer aussi, enfin l'étranger. Voilà. Et tout ça fait qu'il y a un sentiment que le politique, ben, il est incompétent à régler nos problèmes quotidiens. Voilà. On n'a plus confiance dans les partis politiques, surtout ceux qui ont exercé le pouvoir. Surtout ceux qui ont exercé le pouvoir. On peut leur reprocher une forme de bilan négatif, hein, et si on est dans cette situation, c'est à cause d'eux. Hein. On verra que les choses sont à nuancer. Et on a aussi l'indiscipline du politique. Hein. Évidemment, comme je vous soulignais tout à l'heure, le politique, ben, il profite de la situation. Alors, comment il profite de la situation? Mais mon collègue reviendra très certainement là-dessus. Ce qui était assemblé hein, se dissocie progressivement, c'est-à-dire que les courants de pensée, hein, les courants à l'intérieur des partis hein, tendent maintenant à s'autonomiser et à prendre la distance. Vous avez bien vu ou entendu hein, notre ancien Premier ministre, hein, le premier Premier ministre de Emmanuel Macron, qui prend beaucoup de distance, voire qui demande la démission du président de la République. Hein, parti Renaissance, il y a Renaissance, il y a Horizon, il y a Ensemble pour la République. Voilà. C'est un peu fourre-tout. Hein, et ça crée, si vous voulez, une vision d'indiscipline des partis politiques. Alors, ce slide reprend à peu près ce que j'ai dit. Hein, évidemment, il y a une usure constitutionnelle. Est-ce qu'il faut améliorer le fonctionnement des institutions? Est-ce qu'il faut donner au Sénat, en France, un rôle plus important? Alors, si on compare par rapport à l'Italie, je parle sous le contrôle de Joseph, qui connaît bien l'Italie, probablement, c'est une piste de réflexion, mais en même temps, ça peut aussi aggraver la situation. Alors, on n'est pas sûr du résultat. Alors,
le fait majoritaire et présidentiel mis à mal, oui, ben, c'est un résultat électoral. Hein. Il y a eu des choses qui se sont passées de manière électorale, avec des choses que je considère d'un point de vue démocratique parfois discutables. Hein. Vous ne pouvez pas dire à un parti politique, quel qu'il soit, hein, tu es dans le jeu légal de l'existence d'un parti politique et donc par rapport à la Constitution de participer à l'expression souveraine du peuple et lui dire après, on va tout faire pour t'empêcher d'arriver à la représentation. D'un point de vue de démocratie pure, hein, c'est ce qu'on a appelé vulgairement le barrage ou la digue voilà, républicaine au nom des valeurs républicaines, sans les citer particulièrement. Je parle sous le contrôle de collègues qui connaissent très bien ça. Et puis, on a... mais vous savez, c'est comme quand on joue avec des étincelles hein, ou des allumettes. Parfois, l'allumette part et puis vous mettez le feu aux poudres. Hein. Alors, il y a eu une séquence, hein, il y en a même eu plusieurs en France, hein, de séquences hein, qui montrent et qui démontrent la tension qui existe entre le politique et le social, hein, avec tout à chacun. Hein, et ces tensions, on les a trouvées d'abord dans les bonnets rouges, me semble-t-il, les agriculteurs hein, et les camionneurs hein, qui se sont rebellés contre les péages automatiques hein, ou sur les droits de péage automatiques. On a ensuite eu les gilets jaunes hein, et on a un troisième vecteur qui est la réforme des retraites. Voilà. Alors, j'ai regardé, et on en discutait avec mon collègue tout à l'heure dans la voiture, on se met en charpie sur la question des retraites pour 3 mois, pour gagner 3 mois de retraite. C'est-à-dire qu'on va détricoter ce qui avait été... Alors, difficilement, ça, je le conçois bien évidemment, mais ce qui est nécessaire, hein, c'est impératif, sauf... Il y a des équations hein, qui sont inéluctables, hein, et ce n'est pas devant certains économistes que j'ai à le démontrer plus que ça. Il faudra bien les financer, les retraites. Hein. Et en France, on a depuis 1946, pardon, ce qu'on appelle développer l'État social et développer beaucoup de politiques sociales. Est-ce qu'on a encore les moyens de ne pas se faire déborder par ces politiques sociales? Et comment on fait pour ne pas se faire déborder par ces politiques sociales, dont, à l'intérieur, le système et le régime des retraites? Il y a quelques paramètres qui existent, hein, on les connaît. Hein, c'est l'âge ou la durée de cotisation, hein, ou le montant des cotisations. Mais comme on est les champions du monde de la cotisation, je reviens à ma formule, tue la cotisation. Hein, on atteint des seuils qui sont quasiment insupportables hein, de ce point de vue-là. Alors, la réforme des retraites est un point de fixation que les partis politiques ont coagulé. Pour des raisons, probablement pour certains, très opportunistes. Hein, voilà. Parce qu'il y a des échéances électorales qui vont arriver. Il y a les municipales chez nous, il y a la présidentielle, il y a les législatives qui vont arriver. Bon, si on peut raser gratis à certains moments hein, et se faire plaisir en hurlant avec les loups et surtout embêter l'autre, hein, en espérant grignoter des sièges par-ci, par-là, pourquoi pas? Alors... on en revient un tout petit peu au fait que dans ces options électorales, hein, opérations électorales qui vont venir, le citoyen, quand même, il est méfiant. Hein, parce qu'il voit bien qu'on a adopté des scrutins dans la logique du fait majoritaire, et ces scrutins sont pour l'essentiel au niveau national des scrutins uninominales, sauf pour les sénateurs, mais quand il n'y a que 2 ou 3 sénateurs hein, dans une... Oui, 3. Où c'est la proportionnelle, mais le reste, c'est un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Voilà. Ce qui fait que la force de la fragmentation politique étant ce qu'elle est,
le deuxième tour devient un lieu d'affrontement maintenant, non plus en duo, mais beaucoup en triangulaire, et devient, le deuxième tour, un enjeu où, si on peut s'aligner pour faire un barrage contre celui qui était majoritaire tout seul au premier tour, pourquoi s'en priver on peut le regretter, mais c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle la digue républicaine. Sauf à interdire certains partis de participer, que ce soit à gauche ou à droite, il va bien falloir un jour répondre à cette question et au fait que les Français électeurs préfère depuis quelque temps, mais je parle encore sous ton contrôle, Emmanuel, vous allez dire je parle beaucoup sous son contrôle, mais c'est le politiste, préfère une représentation proportionnelle. Voilà. Est-ce que la proportionnelle est la réponse et la solution? Je pense qu'il vous en parlera un tout petit peu. Voilà. Et on a, je vous l'avais signalé tout à l'heure, dans ce constat ou dans ces possibilités de réponse à apporter aux Français, au-delà des scrutins qui s'annoncent, le politique, de manière très générale, a à répondre à des crises qui se sont amoncelées et qui n'ont pas de traitement digne de ce point de vue-là, en matière décisionnelle politique. Vous pouvez dire que les retraites, on va mettre de côté. On a même vu chez nous, il n'y a pas si longtemps que ça, une ancienne première ministre qui avait porté une réforme des retraites, dire qu'il ne fallait pas mettre en place sa réforme des retraites. Voilà. Bon, je ne sais pas si on peut juger ça d'un point de vue politique, je m'entends. Je ne fais jamais ad personam. D'un point de vue politique, je pense que ça doit interroger sur ce qu'on représente, sur ce qu'on a fait, sur les fonctions qu'on a incarnées, notamment celle de Premier ministre. Alors, je ne vais pas revenir sur chacune d'entre elles, parce que je consomme beaucoup de temps. Alors, une crise de légitimité, comme vous le voyez. Où sont les majorités? C'est quoi une minorité maintenant politique, puisque les minorités arrivent à se regrouper parfois pour faire des majorités qui arrivent à se disloquer aussi. Le français a des difficultés de repère dans tout ceci. Une crise sociale, je l'ai évoqué tout à l'heure, avec cet état social qui n'a plus les moyens. Ça, c'est sûr. D'un point de vue économique, on n'a plus, et budgétaire, on n'a plus les moyens, sauf à être mis en défaut de paiement, un de ces quatre. Et ça serait beaucoup plus grave. Une crise de la monumentalité de l'État. J'aime bien ce mot, je l'ai utilisé. C'est-à-dire que représente l'État pour chacun d'entre nous? Voilà. Enfin, français, mais pour vous aussi, je pense, pour vous, on utilise davantage le mot royaume. Est-ce qu'on se reconnaît? Il y a des crises qui sont communautaires, identitaires, politiques, etc., qui sont là et qui affaiblissent la parole. Souvent on dit ça, affaiblissent la parole de la France, la parole de l'État. Et quand ça arrange le président de la République, il dit, ouais, c'est quelque chose qui gêne l'action du chef de l'État. On a une crise des partis politiques, et mon collègue y viendra. Une crise financière et fiscale, on est les champions du monde de l'inventivité ou de l'invention en matière fiscale. Il faut des sous, pardon de le dire comme ça, mais le monstre a besoin de financement par rapport à des engagements ou des politiques à conduire, sans se remettre en question sur la qualité et la hauteur de la dépense. Les économistes et les financiers connaissent ça. On recherche ce qu'on appelle l'efficience à chaque fois, l'efficience budgétaire. Alors on a eu des tas de politiques, des revues, des comités interministériels sur la modernisation de l'État. Juste pour vous donner une petite focale, le Conseil d'État,
pourtant, Dieu sait que je ne suis pas tendre avec le Conseil d'État généralement en France, a chiffré le coût de notre surpaperasserie à 15 milliards d'euros. Voilà. Bon, ça laisse pantois. Et généralement, quand on modernise l'administration publique, et on est plutôt bien placé pour vous en parler, on fait pire. On a réformé, on a mis par exemple, de manière très simple pour le citoyen, le permis de construire en ligne. Je vous invite à aller visiter le site permis de construire sur .gouv.fr et vous allez voir si vous y comprenez quelque chose. Même moi qui suis averti, j'y comprends absolument rien. Mais bon, voilà, ça s'appelle la simplification administrative ou la numérisation des procédures et des protocoles. Voilà. On a une crise de confiance, la peur du déclassement, la dérive budgétaire et ce qui devient un peu parfois la clé de voûte, je dis parfois, c'est cette crise sécuritaire qui traverse beaucoup de pays, mais la France a une culture particulière avec la sécurité. On a subi des attentats très particuliers, comme vous d'ailleurs, bien entendu, et ça crée des réflexes très, très particuliers de ce point de vue-là. Alors, évidemment, ça c'est pour vous amuser un peu. Vous voyez qu'on a une capacité à se mobiliser et à hurler dans les enceintes. Voilà. Sauf que quand vous défilez, vous devez être en grève, si vous êtes un travailleur. Parce que généralement, c'est dans la semaine et que ça vous coûte, bien entendu. Et que dans la cherté de la vie actuelle pour nombre de personnes, et notamment les classes sociales populaires, on peut faire grève une journée, mais refaire de très grandes grèves, on réfléchit à 2 fois. Parce qu'il y a une perte de salaire qui est très conséquente. Et puis, quand vous voyez le fonctionnement de l'Assemblée nationale, où parfois les sièges sont très peu occupés, où parfois on en arrive aux invectives et aux insultes. Bon, ça ne donne pas une très belle image, si vous voulez, du fonctionnement démocratique ou de la santé démocratique d'un État. Et enfin, je vais terminer parce que je suis long, je suis très bavard. Non, ça va. Vous me dites, si je suis trop bavard, vous faites ça. Non, c'est OK. Voilà. Voilà, tu as raison. Alors, on peut s'interroger sur la démocratie parlementaire parce qu'on est dans un régime de démocratie parlementaire, régime représentatif en France. On a choisi cette option. Sauf qu'il semblerait, mais mon collègue, je renvoie toujours la balle sur mon collègue d'un point de vue politique, pourra vous en parler, les gens sont en demande d'autorité maintenant. Vous pouvez écouter tout ce qui se dit autour de vous. On veut un peu plus d'autorité, quitte à sacrifier quelques points, y compris des points de liberté, mais remettre de l'ordre. Voilà. Alors ça, c'est ce que j'ai appelé, moi, un populisme de bonne aloi, mais mon collègue vous parlera de néopopulisme, très certainement, sur cette question. La volonté du peuple de reprendre en main son destin politique, oui, mais comment les partis politiques capturent et les scrutins capturent. En photographie divergente, l'opinion des Français, quand ils s'expriment à travers son droit de suffrage. Il y a eu un mélange aussi en France, alors je ne sais pas si chez vous ça existe de la même façon, entre le statut de citoyen, alors statut politique du citoyen, et le statut d'administré, quand vous avez des comptes à rendre avec l'administration. Est-ce que l'administration est gentille avec vous, polie? Est-ce qu'elle vous renseigne bien? Est-ce qu'elle est efficace dans un délai de traitement de vos demandes raisonnable? Bon. On enseigne en politique publique comparée, en administration publique comparée. En Suède, on obtient une réponse numérique en 3 minutes, en formel en 3 jours. Je vous laisse méditer. Chez nous, on a des délais spéciaux. Il faut le temps que...
Si au bout de 2 mois ou d'1 mois, on ne vous a pas répondu, inquiétez-vous, vous pourrez peut-être bénéficier d'une décision implicite d'acceptation ou de rejet. Ça, vous irez chercher dans la liste qui est codifiée. Débrouillez-vous avec ça. Alors, on pourrait aller vers une forme de démocratie qui serait plutôt semi-directe, ce qui correspond globalement au fait que le citoyen pourrait disposer d'un droit de révocation sur un texte de loi qui ne lui plaît pas. Voilà. Ce qu'on appelle la révocation pétitionnaire ou la pétition révocante. Pourquoi pas ou sur le modèle américain qui est aggravé, celui-là, parce que le modèle américain, on peut, par plébiscite ou par vote, demander à ce que l'élu s'en aille. Et y compris pour le fonctionnaire. Voilà. Ils sont élus pour beaucoup, notamment en matière de police, aux États-Unis. Voilà. On n'est pas content. On vote et on le dégage. Alors, est-ce que cette expression directe est souhaitable? C'est plébiscite ou oui ou non. On le garde ou on le vire. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que ça correspond à des standards qui s'accordent avec un régime représentatif? J'en suis pas sûr. Nous, le régime du référendum, puisqu'il s'agit de ça, derrière le plébiscite, c'est devenu soit une approbation politique, soit un camouflet politique. Alors, les politiques, les hommes politiques en usent avec, surtout au gouvernement, c'est essentiellement le président de la République, avec beaucoup de précautions, voire s'interdisent de l'utiliser. Et je parle sous ton contrôle, bien entendu. Et ça correspond au fait que maintenant, on est tous un peu consommateurs, y compris pour la politique. Si on pouvait nous donner une petite télécommande pour zapper celui qui ne nous plaît pas, hop, on le zappe, lui, et il dégage. Pourquoi pas? On serait consommateur et en demande de renouvellement de la classe politique. Sauf que être politique, maintenant, ça exige quasiment des capacités de Ligue 1. Il faut être quasiment un professionnel. C'est-à-dire qu'il faut avoir piétiné beaucoup de monde avant. Si je résume, parce que c'est très difficile. Et mon collègue vous en parlera aussi. Même à l'échelle locale, c'est très difficile. Il faut jouer des coudes, il faut convaincre, il faut construire, il faut proposer, il faut satisfaire. Il ne faut surtout pas déplaire aussi. Ce sont des choses qu'il faut intégrer. Et ça, on l'intègre au fil du temps, bien entendu. Alors ça... C'est pour vous montrer que le référendum, c'est peut-être simpliste, c'est oui ou c'est non. Mais en réalité, les choses dans la vie des citoyens ou dans le système politique français sont bien plus nuancées, et chez vous aussi, bien plus nuancées qu'une réponse par oui ou que par non, bien entendu. Alors, j'arrive au dernier slide, rassurez-vous. Peut-on marier la carpe et le lapin? J'en sais rien. Est-ce qu'on peut faire une coalition de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite? On peut s'acoquiner. Quand il s'agit de voter une motion de censure, on arrive à se coquiner. C'est-à-dire qu'on devient opportuniste, mais dans le jeu parlementaire et dans le jeu purement des partis politiques. Et ça risque de revenir dans très peu de temps chez nous, cette question. Bon... Après, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec moi. Certains partis revendiquent une forme de revanche sur les barrages républicains. Ils sentent que les vents, pour l'instant, sont favorables. Il y a manifestement un effondrement du macronisme et de cette artificialité à avoir construit ce qu'on appelle une majorité présidentielle. On a une logique bipolaire qui est quand même tenace, la droite, la gauche, il faut bien la démarquer. On a toutes les crises, on a les prochains scrutins électoraux qui arrivent, et puis il y a aussi eu quand même une bêtise qui est jugée comme telle par
l'ensemble des citoyens et du politique et des commentateurs avisés, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale après le résultat des élections européennes. Voilà, bon, évidemment, Rosan-Vallon surligne le trait en disant qu'on vit en France une crise très grave, une crise démocratique. Est-ce qu'il va falloir revoir le fonctionnement de nos institutions, revoir le fonctionnement des partis politiques? Je ne sais pas, mais vous allez voir, ça peut profiter à certains. Et je vous invite à méditer, si vous arrivez à lire. Vous voyez, il y a des arbitres qui se dessinent. Et la formule, je l'aime bien. Quand l'esprit dit abandonne, l'espoir chuchote, essaye encore une fois. Alors, merci infiniment et pour votre écoute et pour l'intérêt des difficultés françaises. Merci beaucoup. Merci Didier, merci chers amis. Alors moi, je n'ai pas de PowerPoint, je vais essayer de me débrouiller uniquement à l'ancienne. Alors, moi, je vais rester sur le thème de la France ingouvernable et irréformable, ce qui va recouper en partie, bien sûr, ce que Didier a avancé sur les difficultés qu'elle rencontre. Ce sont des thèmes voisins. Il m'a renvoyé parfois la balle sur certains sujets. C'est pas sûr que je les aborde tous, mais on va essayer d'être le plus complet possible. Alors, je voudrais procéder en deux temps, en partant de ce constat que la France est souvent présentée comme ingouvernable, et cela depuis assez longtemps. Alors bien sûr, dans l'actualité récente, depuis maintenant 2022, nous en sommes à 8 gouvernements avec 7 premiers ministres, puisque Sébastien Lecornu en est à sa deuxième version, qui ramène sur la scène cette vieille question de savoir si la France est donc irréformable, puisque selon un vieil adage, on dit que la France ne fait pas de réformes, mais elle fait des révolutions. Et c'est recoupé par certaines déclarations d'hommes politiques, de chercheurs, de penseurs, d'intellectuels. On connaît la célèbre citation du général de Gaulle qui disait qu'un pays avec 258 sortes de fromage est ingouvernable. Alors j'ai regardé un petit peu. Des fois, on lui prête la formule avec 365 sortes de fromage, mais il est encore loin du compte puisqu'apparemment, il y en aurait en France plus de 1200. Donc ça ne ferait que renforcer le caractère impossible de cette gouvernance. Et cette rhétorique sur les Français ingouvernables, où le président actuel parlait en 2017, peu après son élection, de Gaulois réfractaires, presque par principe, est corrélée avec la récurrence de manifestations, d'opposition à des réformes et de retrait de ces mêmes réformes de façon assez régulière parfois, ou d'atténuation des réformes sous la pression de la rue. Et ça, depuis maintenant plusieurs décennies, on a assisté, que ce soit la réforme Juppé de la Sécu en 1995, que ce soit des protestations, etc., contre différentes choses, qui ont amené des présidents qui étaient, pendant leur campagne, très dynamiques, très volontaires, que ce soit Nicolas Sarkozy, que ce soit Emmanuel Macron, à devoir plier et rabattre de leur programme, de leur volonté réformiste, sous la pression de ces Français que l'image d'Épinal montre souvent arrogants, donneurs de leçons et volontairement aveugles sur l'état de leur pays, qu'ils croiraient vivre dans une sorte de bulle à l'écart des logiques qui frappent le reste du monde, notamment en économie. Et ce qui pose la question d'ailleurs de tempérament récurrent de la vie politique, ce qui est une question très débattue, je parle aussi sous le contrôle de Serge Deruet, cette question de tempérament permanent formant des cultures qui resteraient génération après génération, qu'on se transmettrait, c'est quelque chose qui est assez controversé. Alors je ne vais pas trancher la question aujourd'hui, mais c'est un sujet, vous voyez, qui est tout ça pour dire que c'est loin d'être aussi simple qu'il y paraît parfois. Et je voudrais commencer dans un premier point par évoquer les causes, les racines de ce qu'on voit, ce qu'on considère être cette tendance française à la contestation, au blocage, et donc qui se traduirait actuellement par un caractère irréformable et ingouvernable. Et ensuite, dans un deuxième point, de nuancer un peu ça en montrant que la situation est plus complexe finalement que l'image qu'on en a, même si, bien sûr, cette idée n'est pas totalement fausse, loin s'en faut.
Alors, dans un premier point, je regarde aussi le chronomètre, dans un premier point, il y a un côté historique, un côté historique de cette situation, de cette tendance peut-être à la résistance à la réforme. Et sans remonter au fait que le pays de Descartes pratique le doute méthodique sur à peu près tout, il a été souligné par des historiens, et je pense notamment à François Furet, qui a été un des grands historiens de la Révolution française, que l'héritage de la Révolution de 1789 pesait durablement sur la vie politique française. Et François Furet, et puis d'autres encore, je pense notamment aussi à Pascal Horry, par exemple, montraient qu'il y a une tension qui n'est peut-être pas propre à la France, mais qui a pris en France une pente assez dure, une tension dans l'idée même de démocratie entre sa promesse et sa réalité. Pour faire simple, la démocratie, c'est un concept qui est très valorisé, qui fait rêver, parce qu'elle annonce la liberté, l'égalité, etc. La France en a même fait sa devise. Et puis sa réalité qui est beaucoup plus difficile. Les idéaux sont compliqués à réaliser. Et beaucoup ont souligné que c'était là une racine du mécontentement des peuples, et pas seulement en France, de voir ce décalage entre ce qui est annoncé, ce qui est promis, ce qui est peut-être idéalisé, et ce qui est possible, et ce qui existe réellement. Et donc, tension entre la représentation politique, au travers du Parlement dont Didier a parlé, et l'idéal de la démocratie, de la souveraineté, qui, à la base, fonde les élections. Et donc, ça veut dire qu'en France, avec la Révolution, cette tension a pris un caractère très fort et probablement manichéen, qui s'est traduite dans le clivage gauche-droite, que la France a inventé, entre guillemets, en 1789. Et ce clivage gauche-droite, du fait du tour assez violent que la Révolution a pris, avec la terreur en 1794, etc., a donné à ce clivage gauche-droite un tour extrêmement polarisé, vif, opposant non pas deux visions du bien commun, mais finalement pour chaque camp, le bien et le mal. Chaque camp pensant être le camp du bien et l'autre pas seulement un adversaire, mais le camp du mal, forcément dans l'erreur. Et je reviens à François Furet, qui a beaucoup écrit là-dessus. Il estimait que ce n'était qu'à la fin des années 80, 2 siècles après la Révolution, qu'on sortait finalement de cette vision très tranchée entre les deux camps qui se sont affrontés et qui continuaient à s'affronter en se remaniant régulièrement. La gauche de 1789 n'est pas celle de 1958 et encore moins de 2025, et idem pour la droite. Mais pour lui, pour François Furet, ce n'était finalement qu'à partir de la fin des années 80, avec l'effondrement des pays socialistes d'Europe de l'Est, que le clivage avait perdu de son acuité, et aussi du fait que la gauche en France, sous la Ve, avait gouverné, et que la gauche socialiste, devenue gauche de gouvernement, s'était finalement pliée dans les habits de l'économie de marché et du libéralisme. Ce qu'on a appelé en 1983 le tournant de la rigueur, où on a une sorte de renoncement à la politique de redistribution très keynésienne et une reprise de la politique de contrôle budgétaire, certains diraient d'austérité, menée par le président précédent, Valéry Giscard d'Estaing. Et donc, ça a noué peut-être cette déception qui a pu entraîner, qui a été assez longue et qui vient aussi d'assez loin. Je pense aussi à un autre auteur qui est Pierre Rosan-Vallon, qui pointait dans un ouvrage intéressant la contre-démocratie. Il envisageait le décalage entre la démocratie politique et la démocratie sociale. C'est-à-dire qu'il disait finalement, en France, surtout en France, peut-être pas que, mais surtout en France, on a la démocratie politique qui s'exprime par les urnes et qui désigne la représentation nationale. Et puis on a la démocratie sociale avec les syndicats, avec le monde du travail. Et au lieu d'être complémentaires, comme c'est le cas dans peut-être d'autres États, elles sont rivales.
C'est-à-dire que la démocratie sociale se voit finalement en rempart d'une démocratie politique qui est forcément portée à décevoir. C'est ce qu'on voyait notamment Charles Péguy évoquer ça avec la désillusion que la politique, le désenchantement que la politique ne pouvait que apporter. Et donc, vous voyez, cette tension entre démocratie sociale, qu'on appelle parfois la rue, démocratie politique, s'est traduite aussi avec certaines formules. Je pense à l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin qui disait régulièrement « ce n'est pas la rue qui gouverne, c'est les élus, ce sont les élus ». Démocratie représentative, démocratie directe, qui entre dans une sorte de conflit depuis maintenant plusieurs siècles et qui aujourd'hui peut-être contribue à cette difficulté à gouverner. Ça se traduit aussi par ce qu'on a appelé le dégagisme, dont Emmanuel Macron est aussi le produit et même le résultat. Depuis maintenant le début du XXIe siècle, on a assisté même avant à une sorte d'alternance régulière, la gauche succédant à la droite et ainsi de suite. Mais au-delà de la simple alternance, normal en démocratie, il y a aussi un jeu de dégagisme où les Français se sont plu à régulièrement renverser, chasser une partie de la classe politique en promouvant des outsiders, loin des personnages trop installés, trop attendus. Ségolène Royal en 2007, elle n'est pas à la base la favorite au sein du Parti socialiste, et pourtant c'est elle. 2005, le traité de Maastricht, le traité sur la Constitution européenne, au départ, le oui doit l'emporter très facilement. C'est le non qui passe. Et ainsi de suite. Et Emmanuel Macron, c'est aussi le produit de ce jeu de virer finalement les partis traditionnels. Alors, pour avancer un petit peu, on peut poser la question de savoir si nous ne sommes pas en train de revenir actuellement à une forte polarisation du clivage. Rosan Vallon et quelques autres, et François Furet et d'autres encore, estimaient à la fin des années 80 que la France était en train finalement de se calquer sur la moyenne des pays peut-être plus sereins, avec des vies politiques plus modérées que la nôtre, qui a été souvent assez tumultueuse, et que c'était ça qui faisait finalement un peu la déception des Français, c'est qu'ils découvraient que la politique ne peut pas tout, c'est qu'ils découvraient que ça ne change pas forcément toute la vie, ce que d'autres avaient compris depuis bien longtemps, et que la France ouvrait un peu les yeux devant le désenchantement d'une vie politique trop idéalisée. On peut poser la question maintenant de savoir si nous ne revenons pas à une polarisation forte d'un clivage, avec l'idéalisation qui vient d'un côté comme de l'autre en corollaire. D'autant plus que nous avons aussi, dans ces facteurs historiques, une culture de l'État fort et protecteur qui remonte au colbertisme et qui s'est traduite ensuite par la monarchie absolue, par le jacobinisme, le bonapartisme, le gaullisme notamment. Et ce qui est compliqué quand les moyens de cet État diminuent. Nous avons aussi une culture de l'homme providentiel, plusieurs théoriciens l'ont évoqué, notamment Jean Garrigue, et qui contribue finalement peut-être à privilégier l'attente du sauveur plutôt que celle du réformateur tranquille. Avec de multiples exemples de sauveurs réels ou supposés. La liste est longue de ceux qui ont été attendus comme des héros, qui l'ont parfois été, comme De Gaulle, comme peut-être Bonaparte et quelques autres, ou qui l'ont été espérés sans forcément l'être, comme Pétain, comme Boulanger, comme d'autres encore. Et donc, il faut ajouter également en France, puisqu'on a cette culture de l'État fort, ce clivage gauche-droite qui a imposé une vision assez radicale de la vie politique pendant longtemps et qui est en train de revenir, à mon humble avis, on a aussi, de ce fait-là, un manque d'habitude de culture du compromis. Didier en parlait tout à l'heure. Cette culture du compromis, elle a existé brièvement. Elle a existé sous la 4e République. Parce que
qui a duré de 1946 à 1958. Elle a existé sous la 4e parce qu'il y avait effectivement l'union sacrée, l'union nationale au sortir de la guerre, qui a duré un certain temps, mais surtout le mode de scrutin qui était proportionnel, et que vous connaissez en Belgique, émiettait en gros la vie politique et ne permettait pas à un parti d'avoir la majorité absolue à lui seul. Il fallait une coalition. Et il y avait deux pôles que la classe politique voulait éviter sous la 4e République, qui étaient d'une part le Parti communiste, qui était très fort au sortir de la guerre, jusqu'à 200 députés, 27-28% des voix. Et puis de l'autre, il y a eu un pôle avec le gaullisme ou le poujadisme, un peu plus modestement, mais qu'on voulait éviter aussi. Donc ça produisait une sorte de conjonction des partis modérés, centre-gauche, centre-droit, où dans le même gouvernement, on pouvait trouver l'ancêtre du Parti socialiste, des libéraux, des démocrates chrétiens, des radicaux et des petits partis. Et donc, ça obligeait à négocier, à mettre de l'eau dans son vin après les élections, à former des majorités qui tombaient assez régulièrement, mais qui revenaient parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Et ça, cette culture a été perdue avec la Ve République parce que le passage au scrutin majoritaire, Didier l'a dit, le passage au scrutin majoritaire a dégagé, dès 1962, des majorités absolues assez régulièrement. Ça veut dire qu'on avait des coalitions avec deux partis seulement qui pouvaient avoir la majorité absolue. Et on a même eu des cas en 1968, en 81, en 93, en 2002 et après, jusqu'en 2017 avec le parti d'Emmanuel Macron. On a eu des cas où des partis seuls, un seul parti, avait la majorité absolue à l'Assemblée. Quand vous avez la majorité absolue, vous n'avez pas à négocier avec qui que ce soit puisque vous avez la majorité à vous tout seul. Même vos alliés, à la limite, vous pouvez leur marcher dessus, parce que vous n'avez pas besoin d'eux. Bon. Et ça, évidemment, vous faites ça pendant des décennies, ça ne contribue pas à porter le système politique français à cette culture de la négociation. Ce qui explique aussi, pour des raisons historiques là aussi, qu'il y a eu en France cette faiblesse de la social-démocratie. Contrairement à l'Allemagne, à la Suède, peut-être même à la Grande-Bretagne, la social-démocratie, qui est une sorte de mélange entre le libéralisme économique et la redistribution sociale, en France a été plus faible parce qu'il y avait cette culture révolutionnaire qui privilégiait un parti de gauche très fort, le Parti communiste il y a quelques décennies, peut-être maintenant la France insoumise, et qui oblitérait un peu la possibilité d'un parti de gauche plus modéré de nouer des liens avec les syndicats, lesquels étaient méfiants de nature envers la démocratie politique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, pour avancer aussi, vous voyez que lorsque le système fonctionnait en produisant une culture majoritaire et une vraie majorité, avec une opposition qui attendait le retour de balancier pour devenir majoritaire, on n'avait pas cette habitude de négocier des réformes entre adversaires. C'était des réformes imposées par le fait majoritaire. Et imposées peut-être même lorsque la rue se levait contre la réforme, imposées aussi peut-être par la solidité des institutions et le dévouement aveugle peut-être parfois des forces de l'ordre. Et donc ça veut dire que aujourd'hui, la mutation vers le retour à une culture de compromis est difficile. On le voit en ce moment, on est en pleine négociation budgétaire. Le budget de la sécurité sociale n'a pas été adopté, le budget de l'État n'est pas encore adopté, et un parti comme le Parti socialiste qui avait exigé l'abandon du fameux article 49.3, c'est-à-dire qui permet de faire voter un texte sous la menace d'une censure, ça permet de discipliner sa majorité. C'est un article que l'opposition déteste systématiquement. Bien aujourd'hui, le Parti socialiste se mord un peu les doigts parce que les concessions qu'il a obtenues du gouvernement risquent de passer à la trappe, faute de pouvoir faire passer les textes. Ça ne suffit toujours pas. Alors, pour avancer un peu, je voudrais évoquer encore un dernier point dans cette première partie sur l'aspect un peu historique, outre les institutions et la tradition, c'est qu'il y a aussi dans la société française un attachement profond à ce qui est considéré comme des acquis sociaux et au modèle républicain.
Alors, c'est une expression qu'on met un peu à toutes les sauces en France. On parle de tradition républicaine, etc., des valeurs républicaines, parfois sans trop savoir ce qu'on met sous l'expression. Mais il est évident qu'il y a un attachement des Français à certaines institutions, que ce soit la retraite, la sécurité sociale, telles qu'elles sont configurées, mais qui se connotent aussi avec un certain pessimisme. Là aussi, ça renvoie à la question, est-ce qu'il y a un tempérament national, une culture, un esprit national, mais qui est controversé. Mais ce qui est certain, c'est que la France est un pays qui cultive un certain pessimisme et qui n'est pas récent, puisque la notion de déclin, ce qu'on appelle maintenant le déclinisme, ce sentiment de déclin, il est apparu pour la première fois en 1815. Vous voyez, 200 ans après, on est quand même toujours là, un peu plus de 200 ans, mais dès la chute de Napoléon, il y a eu ce sentiment qui a commencé à naître que voilà, la France était par terre, la France était plus que c'était, elle était plus grande comme elle l'avait été auparavant. Et ça, vous ajoutez à ça une méfiance plus grande qu'ailleurs envers le libéralisme économique et la mondialisation. La France est je crois même le dernier pays de l'OCDE pour la confiance dans le libéralisme au niveau économique. Et vous ajoutez à tout cela que finalement, ça produit une certaine tendance à vouloir conserver ce qui existe, à s'y attacher, à s'y accrocher, pour ne pas, à préférer l'existant, même imparfait, à un avenir incertain, que cette culture de l'inquiétude finalement encourage. Je vais terminer très très vite en 2 minutes. Et la faiblesse des syndicats en France contribue aussi à cela, faiblesse en termes d'effectifs, parce que quand vous êtes des organisations qui n'ont pas le même poids que leurs homologues en Allemagne ou en Suède, vous ne pesez pas autant dans les négociations que ces homologues peuvent le faire, et vous êtes tenté par la surenchère. Quand vous avez peu de monde, vous essayez de le garder. Et donc, on est aussi dans une sorte d'escalade de la course à la radicalité parfois, plutôt qu'au compromis, vu comme une forme de compromission. Alors, je voudrais, pour terminer, aller au-delà un peu des évidences dont j'ai expliqué, j'espère, les ressorts historiques et politiques. Parce que c'est aussi un peu un lieu commun de dire que la France est ingouvernable. Certes, elle est gouvernable avec difficulté. Elle l'a souvent été. Mais d'autres États connaissent aussi ce genre de situation. Il y a des États où peut-être ça fait moins de bruit, mais où la prise de décision n'est pas plus facile, du fait d'un système fédéral, du fait d'un empilement administratif. Je ne vise personne. Mais je vise aussi l'Allemagne, parce qu'on parle beaucoup de l'Allemagne comme un modèle, mais le système décisionnaire allemand est parfois moins rapide que le système français. La centralisation, même laborieuse et pesante, a au moins parfois l'avantage de faire décider rapidement. Appliquer, c'est autre chose. Mais prendre la décision, c'est déjà ça. J'aurais envie de poser la question de savoir si, plutôt que d'être ingouvernable, la France n'est pas plutôt mal gouvernée. Parce qu'elle s'est quand même transformée dans de nombreux domaines depuis 50 ans. Il y a des réformes qu'on ne voit pas parce que justement, elles ne sont pas sujettes à rébellion. On a annoncé pendant des décennies qu'en France, c'était impossible de prélever l'impôt à la source. Il fallait faire des déclarations d'impôts, déclarations de revenus, et ensuite on vous disait combien vous alliez payer d'impôts. C'était la petite surprise, surtout quand il n'y avait pas Internet. On attendait la feuille d'impôt, on l'ouvrait et on voyait si on allait payer plus ou moins ou pareil que la fois d'avant. Et bien finalement, cette réforme, elle a vu le jour. Et elle s'est appliquée sans déclencher de bouleversements magistraux. Les lois sur la réforme du travail, alors qu'on s'en satisfasse ou qu'on le déplore, ont réussi à passer également. La loi El Khomri, par exemple, qui réformait fortement le monde du travail. Les ordonnances que le gouvernement d'Édouard Philippe a prises dès son arrivée pour réformer le monde du travail. Ça n'a pas fait plaisir, mais c'est passé. La réforme des retraites était passée, elle en revient en arrière, mais il y a eu quand même, et François Hollande aussi a fait une réforme des retraites qui avait augmenté l'âge de départ aussi. Donc, il y a peut-être plutôt un manque d'explication. Ce que les Français n'aiment pas, et c'est un peuple paradoxal, je vais terminer avec ça, ce que les Français n'aiment pas, c'est ce sentiment de ne pas être consulté, considéré. Et c'est pour ça aussi que maintenant, on lance beaucoup de conventions citoyennes. Il y en a une sur la fin de vie en cours en ce moment, il y en a une sur l'écologie, etc.
C'est peut-être ce manque de concertation vu comme un manque de respect et de considération qui pose problème. Mais évidemment, c'est paradoxal, sinon ce serait trop simple. C'est qu'à la fois, les Français plébiscitent dans les sondages l'autorité et appellent un homme fort, comme quoi la culture du sauveur n'est pas totalement passée, et en même temps rejettent tout autoritarisme qui les touche directement. C'est-à-dire qu'en gros, sans faire de la psychologie de bazar, je ne suis pas compétent pour la psychologie, à la fois, on réclame de l'autorité, surtout pour les comportements collectifs, mais on ne veut pas trop d'autorité pour ce qui touche à son comportement individuel. Si vous regardez un sondage qui est très intéressant, qui s'appelle Fracture française, qui est fait tous les ans vers octobre-novembre, ils en sont à la 14e édition, les questions qui étaient posées: est-ce qu'on a besoin d'un vrai chef en France pour remettre de l'ordre? Oui, à 85%. En progression dans tous les cas, dans tous les camps politiques, sauf le Parti socialiste, mais le Parti socialiste est déjà à 73% d'approbation. Dans tous les camps, on est au-dessus de 50%, même dans la gauche radicale. La France insoumise dit oui à 67%. Ils ont sûrement une idée de l'auteur qui pourrait être le vrai chef. À la question, est-ce que l'autorité est une valeur trop souvent critiquée? Oui à 84%. Corollaire, faut-il rétablir la peine de mort? Oui à 52%. Et le oui est redevenu majoritaire en 2020, passant de 44% en 2019 à 55% l'année suivante en 2020. Donc on a pas mal de signes sur cette volonté de rétablissement de l'autorité de l'ordre sans que ça puisse toucher aussi au comportement individuel. Là, vous avez un peu comme ça quelques modes d'explication. Et je terminerai vraiment en disant qu'il n'y a pas de réponse simple à la notion d'ingouvernabilité. La France arrive quand même à se réformer, à se gouverner, parfois de façon plus lente, parfois de façon plus douloureuse, parfois plus tardivement, mais elle y est arrivée quand même. Quand vous regardez depuis les 30-40 dernières années, on n'est pas dans la stagnation totale non plus. Une piste peut-être d'amélioration. Si je regarde deux réussites récentes de la France, alors qui ne sont pas des réformes, mais des réussites quand même, qui sont la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, dans le délai de 5 ans. Bon, il manque un peu de sous quand même, encore malgré tout, si vous avez un peu de monnaie sur vous, on transmettra. Et puis surtout les Jeux Olympiques de 2024, dont beaucoup annonçaient le fiasco parce que pessimisme, parce que c'est la France, parce que les voleurs allaient être à tous les coins de rue, les terroristes et l'échec absolu, ça a été une réussite. Ben, ces deux réussites ont été possibles notamment parce qu'on a voté, Didier, des lois d'exception qui permettaient de passer au-dessus des procédures classiques de marché public, d'appel d'offres, de permis de construire, de tout ce que vous voulez, de droit du travail, etc. On a pu réussir ça parce qu'on a mis de côté les procédures habituelles et adopté des procédures d'urgence. Bon, est-ce qu'il y a une piste là-dedans sur des méthodes ou un fond, un contenu? Chacun en jugera. Je vous remercie. Voilà. Merci Didier, merci Emmanuel. Donc la Belgique, qui est un pays de compromis depuis toujours, qui, voilà, peut-être pour des raisons historiques, nous n'avons pas connu la Révolution française comme la même révolution que la France. Mais je voudrais quand même un peu vous rassurer, malgré que nous sommes un pays de compromis, reconnu comme tel par tout le monde, mais nous avons certains gouvernements. Mais une de nos régions est plus de 600 jours après les élections, toujours sans gouvernement. Et il ne semble pas que la perspective soit très favorable. Donc vous voyez que c'est difficile pour tout le monde. Voilà, maintenant, merci d'abord. Je vais vous faire remarquer que vous êtes parfaitement à l'heure. C'est un vrai plaisir. Alors, les questions maintenant du public, je vous en prie. Nous avons nos amis français. Qui tu as le micro? Il y a un auteur qui a écrit, c'est un essayiste qui s'appelle Jad Zahab, peut-être vous le voyez dans les médias, qui a écrit un petit fascicule pour les Français, qui s'intitule... C'est pas grave. Excusez. Voilà. Retrouver la République face à la crise des consentements. Voilà. Et il propose de réinventer la citoyenneté française, vaste débat.
C'est un garçon très bien, c'est un de mes anciens élèves, hein, donc, à Sciences Po Lille. Très bien, merci. Alors, y a-t-il des questions? Profitez de la présence de nos amis et experts français. Je vois qu'il y a une question ici, Céline, ou presque, enfin, dans les toutes premières rangées, chez monsieur. Voilà. Monsieur, si je peux vous demander deux choses, s'il vous plaît, déclinez votre identité, qu'on sache, et soyez concis, s'il vous plaît. Mon identité, dans à quel point de vue comment je m'appelle? Bon, ça n'a pas l'importance, peu importe. Je m'appelle Daniel Tenray. Bon, voilà. Le fameux 49.3 dont on parle beaucoup, est-ce que c'est une particularité française ou est-ce qu'il y a d'autres démocraties qui utilisent ce genre de procédé? Ou seulement dans les pays totalitaires qu'on décide à la place du peuple et pour son bien? Un petit mot. Alors, dans les pays totalitaires, la question ne se pose pas, puisque le 49.3, quand on y recourt, c'est qu'on a une majorité qui est un peu rebelle. Donc, dans un pays totalitaire, c'est inconcevable. Ou alors c'est vite réglé. Donc, non, alors ça, je pense que ça. Alors, je ne suis pas spécialiste de comparaison des constitutions. Je pense que ça existe dans d'autres États pour débloquer des situations, mais peut-être pas de façon aussi rapide. En France, le 49.3, ça se fait en 48 heures. Hein. Quand un gouvernement annonce l'article 49.3, toute la procédure parlementaire s'arrête. Si personne ne dépose de motion de censure, le texte est considéré comme adopté et la question est réglée. Si quelqu'un dépose une motion de censure, elle est débattue. Si elle est rejetée, le texte est considéré comme adopté. Donc, quand vous avez une majorité qui est juste un peu rebelle, vous la forcez à se rebeller vraiment contre vous. François Hollande a eu des rebelles contre lui dans son parti. Ils n'ont pas été jusqu'à voter une censure quand même. Là, c'est le truc qu'on ne peut pas faire parce qu'avec le clivage qui existait à ce moment-là, si vous censurez votre propre gouvernement, vous faites le jeu de l'adversaire. Et on sait, quand il y avait des motions de censure, il y en a eu. Maintenant, on commence à s'y habituer depuis un an, mais jusqu'à l'année dernière, il n'y en avait eu qu'une en 60 ans, c'était en 1962. Bon, et De Gaulle avait dissous immédiatement l'Assemblée, c'est-à-dire sanction tout de suite. Vous avez censuré mon gouvernement, dehors. Je vous vire aussi. Bon, retour au peuple. Voilà. Donc, en France, c'est assez rapide et assez vite réglé. Je ne sais pas dans les autres pays, je ne saurais pas vous dire s'il y a d'autres mécanismes. Il y a toujours des mécanismes de résolution des conflits. Est-ce que c'est aussi, je ne veux pas dire brutal, mais aussi radical? Peut-être pas. Je ne sais pas, toi, si... Non. Ouais. En fait, le 49.3, c'est une question de la responsabilité du gouvernement devant sa vertu, normalement, devant l'Assemblée nationale, pas devant le Sénat, hein, contrairement à l'Italie où la responsabilité, elle s'exerce dans les deux chambres. Hein, c'est l'équivalent des députés et chez les sénateurs. Alors, comme le dit Emmanuel, soit il est teinté de politique, hein, on veut renverser un gouvernement et on dépose une motion de censure, soit on ne veut pas qu'un texte soit adopté. Alors, si je caricature, est-ce qu'on le fait sur la forme ou sur le fond? On l'utilise comme ça. Mais en France, vous savez, et je reviendrai un petit peu après sur le fond de votre question par rapport à ailleurs, on a quand même limité sacrément l'usage du 49.3. Hein. C'est que sur les questions budgétaires et sur un autre sujet de politique économique, une fois par session parlementaire. Hein. Donc, comme dirait l'autre, ça ne fait pas BZF. Hein. Il y en a eu quand même aussi. Oui, Emmanuel Valls, Rocard, hein, je crois que c'est les champions hein, pour l'instant. Maintenant, on patine dans la question budgétaire, hein, évidemment. C'est un sujet qui revient hein, et on va l'utiliser, je pense que les partis vont l'utiliser, soit sur le budget PFLSS, hein, j'ai toujours du mal avec ça. Hein, c'est une loi de financement de la sécurité sociale. Voilà, soit sur le budget de l'État en lui-même. Ils peuvent même dégainer avant, je crois, ils peuvent dégainer sur la partie... Je parle sous ton contrôle, Youssef, sur la partie dépenses et sur la partie recettes aussi. Hein. Ils peuvent le dégainer
à deux endroits. Dans d'autres États, je pense qu'on utilise ce qu'on appelle les lois spéciales. Ah oui, ça, Voilà, avec une majorité qualifiée. bien sûr. Quand on veut, je pense que c'est une majorité des 3/5. Un peu comme ce qui se passe. Alors, c'est pas la même dimension. Hein, ce qui se passe pour prendre des décisions utiles au niveau européen. Oui, la Belgique a connu ce qu'on appelait les pouvoirs spéciaux, donc qui étaient votés par le Parlement, bien sûr, voilà, mais qui permettaient au gouvernement, une fois que les pouvoirs spéciaux étaient votés, d'avancer par arrêté, quoi. Bien, merci. Est-ce que non, ça répond à votre question, monsieur? Oui, merci. Alors, une autre question, je vous en prie. Oui, donc on a bien mis en évidence que, selon moi, il y a un problème structurel au niveau de la Ve République, voulu par De Gaulle, évidemment, vous l'avez bien souligné. Mais je pense qu'actuellement, ce qui me frappe très fort en France, c'est que tout est vraiment visé au niveau politique, sur l'aspect présidentiel. Donc on voit qu'on est en 2025 et ça fait pratiquement déjà un an que tout le monde essaie déjà de se placer pour la présidentielle de 2027, ce qui veut dire que sur un quinquennat une durée, oui, donc de 5 ans, les 2 dernières années sont déjà pratiquement sacrifiées. Bon, alors, est-ce que, dans quelle mesure cela est-il réformable réellement? Enfin, est-ce qu'il serait vraiment possible de changer et d'en arriver à une 6e République? Et quelles seraient les conditions? Parce que oui, on dit on devrait changer peut-être le système. Et puis deuxièmement, est-ce que c'est souhaitable éventuellement d'en arriver à un autre système que celui imaginé par De Gaulle, avec 2 partis qui traditionnellement étaient l'un face à l'autre? On voit d'ailleurs les dégâts, personnellement, je trouve, aux États-Unis, où il y a vraiment un clivage de 2 partis qui sont tout à fait irréconciliables. Et je ne pense pas personnellement que ce soit sain de ne garder qu'un système où on favorise 2 partis comme ça. Qu'en pensez-vous? Je vous en prie. Alors, je laisse toujours répondre mon collègue avant, comme ça m'évite de dire des bêtises. Je vais avancer un peu. Il y a plusieurs choses dans votre question. Alors, effectivement, la Ve République a restauré la puissance de la présidence de la République. Quand je dis restaurer, c'est que finalement, avant De Gaulle, le dernier président qui avait eu vraiment des pouvoirs en France, fallait remonter au tout début de la Troisième République. C'était MacMahon et avant Louis-Napoléon, qui a changé de statut après un coup d'État, justement. Mais ça venait aussi, la restauration de la présidence de la République, qui était un thème gaullien, discours de Bayeux, etc. C'est aussi parce qu'il avait le sentiment que les dernières décennies de la Troisième République et toute la Quatrième République, le régime avait manqué de solidité parce que le président n'était pas là pour le stabiliser. Et c'est un président qui, à l'époque, avait un mandat de 7 ans, et donc qui enjambait au moins 2 législatures. Qui était de 5 ans. Il y avait au moins 1 législature et demie. C'était censé faire la continuité, et n'étant pas renversable par le Parlement, le président, lui, était censé donner de la légitimité, surtout électorale, il était élu par le peuple, et solidifier les gouvernements et les majorités. Alors c'est un système qui a assez bien fonctionné en termes de continuité de l'État, de solidité, de stabilité politique, etc. Tellement bien fonctionné d'ailleurs que même François Mitterrand, qui avait tellement vilipendé ces institutions, s'en est parfaitement accommodé. Il les a exercées de façon aussi complète que De Gaulle l'avait fait. Finalement, le véritable héritier de Gaulle, c'était pas tellement Chirac, c'était plutôt Mitterrand, paradoxalement, ou du moins sur ce plan-là. Alors évidemment, la présidentielle obnubile les partis politiques. Maintenant, comme le président est encore, quand il a une majorité, on voit bien qu'il est un peu plus paralysé en ce moment, ou quand il y a eu des cohabitations. Mais comme le président, ça reste l'homme fort du régime politique qui est le nôtre, au moins en théorie, c'est encore l'ambition de tous les partis de gagner l'Élysée. Parce que la situation que nous voyons, il faut bien comprendre les choses, la situation que nous vivons en France aujourd'hui, la plupart des partis politiques l'analysent comme une sorte d'anomalie qui va se résorber. C'est-à-dire, on est dans une parenthèse. Jusqu'en 2022, on avait un système où il y avait un président, il y avait un gouvernement qui avait une majorité à l'Assemblée nationale.
Alors parfois, le gouvernement était opposé au président. Chirac a coexisté avec Jospin, Mitterrand avec Balladur et Chirac. Mais il y avait une majorité stable qui soutenait un gouvernement stable et il y avait un président, le plus souvent de la même couleur. Et pour beaucoup, on va y revenir. Alors moi, je pense qu'ils se trompent. Mais ça n'engage que moi. Mais pour beaucoup, on est dans une perturbation du fait de Macron, du fait de la dissolution, parce que Macron, ça a été ni gauche ni droite, et de gauche et de droite, ce qui n'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs, et ça va se résorber avec lui. Et chacun pense qu'une fois qu'il sera élu, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, que ce soit à gauche ou à droite classique, une fois qu'ils seront élus, les choses se reviendront dans un clivage qui se refondra, peut-être un peu plus dur qu'avant, mais qu'on retrouvera une majorité et que le président aura ce pouvoir que lui donne l'appui sur un parti présidentiel, une majorité à l'Assemblée. Donc c'est ça qui fait aussi que certains veulent pousser Macron plus vite que prévu vers la sortie, etc. C'est de se dire, une fois que je serai élu, il y aura une nouvelle dynamique, mon parti aura une majorité, peut-être avec un allié ou deux, et on retrouvera le bon vieux système d'avant. Alors, je termine juste pour rebondir sur un dernier point que vous aviez soulevé, en comparant que les États-Unis, où on voit, vous dites effectivement, il y a une radicalité, il y a deux camps face à face, pas trois ou quatre, il y a deux camps face à face, le mode de scrutin, il pèse pour beaucoup, et ils s'affrontent de façon assez violente, assez dure, surtout avec Trump qui radicalise le débat là aussi. Ce qui permet d'ailleurs de mettre peut-être la radicalisation de la vie politique française dans une perspective plus globale. On n'est pas les seuls à être touchés par ça. Mais la différence peut-être avec les États-Unis, et j'en parlais tout à l'heure dans mon intervention, si vous regardez le clivage gauche-droite, il y a deux choses. Celui d'avant, il y a le côté, on va dire, la forme des partis de gauche et de droite qui s'opposent aux élections, puis il y a le fond. Est-ce qu'ils sont si éloignés sur le fond, l'un et l'autre? Alors je dis l'un et l'autre, je parle du Parti socialiste et de l'UMP, LR, les néo-gaullistes, de l'autre côté, qui étaient les deux grands partis d'alternance. Ils ont fini par arriver à ce que certains de leurs membres travaillent dans le même gouvernement. Maintenant, ils se soutiennent plus ou moins en même temps, comme la corde soutient le pendu, le gouvernement le corps nu. Bon, et je disais tout à l'heure, l'élection d'Emmanuel Macron, qui a été soutenue par des socialistes, comme Jean-Yves Le Drian, par exemple, ou Manuel Valls, et puis par des gens de droite, notamment quand Juppé n'a pas été qualifié, il y a eu des ralliements venant de la droite classique, notamment de Chiraciens, etc. C'est le résultat aussi d'un rapprochement idéologique entre la gauche et la droite classique. Qu'est-ce qui les sépare sur le fond ? Économiquement, la gauche a évolué vers le libéralisme de droite. Sur les questions sociétales, la droite a fini par laisser faire les réformes que la gauche a pu faire. Que ce soit la peine de mort qui n'a pas été remise en question, que ce soit le mariage pour tous, par exemple. Donc, ce qui a aussi amené à l'élection d'un candidat disant ni l'un ni l'autre ou les deux à la fois, c'est aussi cette évolution depuis des décennies des deux grands partis l'un vers l'autre. Alors, ce qui les sépare après, c'est des questions de forme, c'est des ambitions personnelles, c'est des ambitions de parti, des intérêts partisans. Mais au-delà du simple côté, il y a deux grands camps, regardons ce qui les séparait encore. Et là, aujourd'hui, la question se pose toujours. On a trois camps en France, trois camps, la gauche, le centre, bloc central et la droite, avec un gros volet FN, RN. Mais en termes d'idéologie, c'est plus compliqué que ça. J'étais un peu long dans mes réponses, veuillez m'excuser. Tu déteins sur moi, en fait. C'est parce qu'on est côte à côte. Oui. Mais sur le fait de passer à une 6e République comme solution, c'est ça que vous vouliez peut-être... Après, la souveraineté appartient au peuple. Si le peuple en décidait, peut-être. Qu'est-ce qui pourrait déclencher il faut déjà une majorité. Alors, ça fait partie d'un programme électoral, je pense, de LFI d'ailleurs. Même le Rassemblement national envisage de passer éventuellement à une 6e République. L'idée n'est pas la même pour les deux. Oui. Après, sur le fond, qu'est-ce qui changerait ?
Est-ce que le président ne serait plus un homme fort? Est-ce que le Premier ministre ne serait plus le vassal de la logique du président de la République, de l'Élysée, hein, parce qu'ils vont chercher leurs directives à l'Élysée, hein, malgré tout et toujours. Hein. Le mercredi matin, il y a le déjeuner obligatoire, normalement, hein, petit déjeuner, où on prend les ordres. Hein. Alors, quand on a parfois des débats d'opposition, on se dit il y a parfois de la façade, hein, bien évidemment, parce qu'on s'est entretenu avant et on s'est arrangé un petit peu avant. Est-ce qu'on mixerait notre constitution avec ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire avec beaucoup plus de droits fondamentaux intégrés? Je pense qu'on irait plutôt vers ce type de constitution, hein, qui garderait les institutions et qui passerait ensuite vers une implémentation avec des droits fondamentaux. Parce que quand on regarde profondément, la France, et je vous l'ai dit tout à l'heure, dans sa constitution pure, hein, a très peu de références aux droits fondamentaux. Hein, sinon la peine de mort et le juge judiciaire est gardien des libertés individuelles. Bah, régalez-vous avec ça. Vous allez dans d'autres, pardon de le dire comme ça, mais allez dans d'autres États. Vous verrez qu'il y a des constitutions, hein, les Italiens, la loi fondamentale allemande ou la constitution polonaise, hein, qui remonte à avant pour l'essentiel, à l'annexion par le bloc communiste, hein, reprend des catalogues de droits fondamentaux. Le droit à l'école, le droit à l'éducation, le droit à la santé, etc. sont des droits constitutionnels. Nous, on est obligé de questionner à chaque fois le Conseil constitutionnel, qui est ce qui est, hein, qui est très politisé à certains égards, parfois un peu ringard, je vais le dire comme ça, et qui est un peu l'empêcheur, hein, quelque part, au nom de l'empreinte de Debray, hein, je pense, hein, l'empreinte gaulliste, voilà, les origines de la Ve République, la fin de la chienlit de ce qui se passait en Algérie, de ce qui se passait sous la Quatrième République en termes d'administration des gouvernements, etc. Je pense avoir répondu. Je suis bavard. Hein. Oui. Mon collègue vous l'avait dit. Hein. Juste pour compléter, la 6e République, alors tout le monde n'en a pas la même vision, mais la 5e, c'est un régime hybride finalement. D'ailleurs, beaucoup de constitutionnalistes ne savent pas trop, régime parlementaire, semi-présidentiel. Bon, certains, je pense à Nicolas Sarkozy, avaient proposé à un moment de passer carrément à un régime présidentiel inspiré des États-Unis, en disant, puisque de toute façon en France, c'est le président de la République qui est la pièce centrale de la vie politique, autant supprimer carrément le Premier ministre. Il avait d'ailleurs qualifié François Fillon de collaborateur, ce qui n'a pas l'intéressé, n'a pas beaucoup aimé. Et de l'autre côté, alors ça pourrait être ça, bon, sauf que là, ça renforce encore le président, c'est peut-être pas dans l'air du temps. De l'autre côté, ce serait de revenir à un vrai régime parlementaire, un peu comme la Belgique, comme l'Allemagne, comme l'Italie, où le chef d'État est un symbole, mais n'a pas de pouvoir concret. Hein. Parce que, j'ajouterais juste un dernier truc, si vous regardez bien la Constitution, toute l'action du quotidien, le gouvernement est confié, la gouvernance est confiée au gouvernement. Il y a l'article 20 qui dit le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. C'est pas le président dans la Constitution, dans le texte, qui est chargé de gérer l'économie, le social, la culture, etc. C'est le gouvernement. Or, dans la réalité, on sait que rien ne se fait sans la décision, l'impulsion ou l'aval du président. Et donc, on n'est plus tout à fait dans la lettre de la Constitution, déjà depuis un moment. Et c'est dans la lignée de l'élection présidentielle, parce que quand on vote pour quelqu'un, c'est lui qui est responsable après de devoir appliquer le programme qu'il a voulu. Bon. Si les candidats se présentaient en disant « je vais être le gardien des institutions, je vais m'occuper des affaires internationales et de la défense », celui qui va lui dire « oui, mais vous faites quoi pour mon petit dernier qui n'a pas de boulot ? Pour ma pauvre maman à qui les médicaments sont de moins en moins bien remboursés, et moi, quand je prends le train, il tombe en panne. Qu'est-ce que vous faites ? Ah, c'est pas moi, ce sera mon gouvernement. » Les gens, ils votent pas. Hein. Ils vont dire, il répond pas à mes questions, c'est bien l'international, mais c'est pas mon truc. Donc le président est un peu amené à déborder de son rôle. Alors, est-ce qu'il faut revenir à un président, mais au risque de l'impuissance peut-être, un peu plus symbolique ? Est-ce qu'il faut carrément franchir le pas et lui donner l'essentiel des pouvoirs de l'exécutif
qu'il n'a pas encore. Voilà, c'est là-dessus qu'on débat. Voilà, merci. Alors, je crois qu'il y a une dernière question. Il n'y a pas d'autres questions. Ah si, c'est la dernière. Voilà, monsieur ici, je vous en prie. Allons-y. Une petite question. Si Macron, supposé très intelligent, n'avait pas dissolu l'Assemblée, serait-on arrivé à une situation identique en France, à moyen terme, ou est-ce une situation inéluctable à long terme? Ça, c'est de la science-fiction. Alors oui, faire de la politique fiction, bon, c'est un peu compliqué. Ce qui est certain, c'est que si la dissolution a tellement surpris la classe politique, les médias et les Français, surtout les Français, c'est qu'on n'en voyait pas la nécessité. Bon, parce que en 2022, les élections législatives n'avaient pas produit de majorité absolue pour le parti présidentiel et ses alliés, ça c'est certain, mais il avait quand même une forte minorité, plus forte que maintenant, qui aurait pu peut-être mener à finalement ce qu'on voit maintenant, c'est-à-dire l'alliance avec la droite. Parce que finalement, réduit à encore moins qu'en 2022, en 2024, Macron n'a pas eu tellement le choix d'aller chercher un Premier ministre chez les Républicains. Michel Barnier en premier lieu. Bon. Et puis ensuite de gouverner avec le soutien des Républicains. François Bayrou, mais avec des ministres venant de LR. En 2022, si vous additionniez le bloc central macroniste et LR, vous arriviez quasiment à la majorité absolue. Donc, est-ce que c'était inéluctable? Pas forcément. Ce qui était peut-être inéluctable, c'est ce rapprochement du macronisme et de la droite classique. Mais j'ajouterais, si vous regardiez déjà les mesures précédentes votées sous le premier mandat Macron, si vous regardiez en 2022 la recomposition de l'électorat, il y avait de toute façon cette pente du macronisme vers la droite classique. Parce qu'en 2022, si LR, la candidate LR Valérie Pécresse, a fait un score aussi faible, 4,5%, bon, elle a pu se consoler en regardant Anne Hidalgo, mais c'est quand même 2 fois moins. Mais bref, si elle a fait un score aussi faible, c'est que les électeurs de François Fillon de 2017 étaient partis en bonne part chez Macron, compensant d'ailleurs le désengagement d'électeurs de gauche déçus, revenant vers l'abstention, l'écologie, la France insoumise. Et de l'autre côté, une partie des électeurs Fillon était partie chez Le Pen. C'est-à-dire que Macron, l'électorat Macron de 2022 n'est plus le même que celui de 2017. Il est beaucoup plus à droite. Et donc, ça veut dire que le clivage récupère finalement ceux qui veulent le dépasser. Et ça veut dire que le macronisme était peut-être condamné, je ne sais pas, mais était de toute façon lancé vers une alliance vers la droite, à partir du moment où la gauche, sous le contrôle de LFI, de toute façon, lui fermait les portes. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Alors, nous, on n'a pas 1300 fromages, mais on a quand même quelques petites spécialités belges pour vous remercier. Donc, voici. C'est très gentil. Merci. Merci à vous, ces deux. Oui, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à l'université. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Donc, il est temps donc de clôturer et de remercier donc nos orateurs, mais aussi toutes les équipes qui rendent ces conférences possibles, comme on le fait à chaque fois. Donc, les équipes de l'UMONS, dont notre chère Céline, Maria, et bien sûr le UMONS qui nous aide aussi dans les supports de communication. Et il est temps maintenant de passer au bien attendu verre de l'amitié et qui se retrouvera dans le hall là-bas. Et on vous souhaite aussi de très bonnes fêtes de fin d'année puisqu'on n'aura pas l'occasion de vous voir avant. Donc passez de très bonnes fêtes et revenez nombreux nous voir en fin janvier pour la prochaine conférence.